suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau retour sur lecture. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cycle que j'ai terminé récemment, je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vous avais fait une petite avant-première. On va parler du Bâtard de Cossigan, de Fabien Cerutti. Et d'abord, présentons Fabien Cerutti. Fabien Cerutti, c'est un auteur merveilleux qui est aussi professeur agrégé d'histoire, ce qui implique dans son œuvre beaucoup de documentation, beaucoup de recherche et du coup une œuvre qui est vraiment ancrée dans l'histoire. Vous allez le sentir, c'est de la fantaisie historique et c'est franchement très très bien écrit. Le récit est aussi très dynamique du fait que Fabien vient du jeu de rôle. Le Bâtard de Cossigan, à la base, c'était une histoire inventée pour jeu PC. Donc, du coup, c'était très moderne déjà pour l'époque, puisque le jeu PC, c'était les prémices, les débuts, on va dire, du jeu PC. Et si vous avez, comme moi, très peu joué, vous avez peut-être joué quand même, enfin moi en tout cas, c'est mon cas, j'ai joué au Chevalier de Baphomet. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à ce rythme-là, l'histoire comme elle est racontée. Bref, maintenant qu'on a parlé de Fabien Cerutti, très brièvement, mais je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux. C'est un monsieur formidable qui est aussi très disponible et qui est très ouvert. Franchement, vous verrez, c'est vraiment quelqu'un qui vaut la peine d'être rencontré. Maintenant, je vais vous parler du tome 1 du Bâtard de Cossigan. Le tome 1, que voici, j'avais acheté la belle version brochée que j'avais fait dédicacer aux Imaginales. J'en suis très fière. L'ombre du pouvoir. Dans le tome 1, on va vous présenter déjà le personnage. Très important, le Bâtard de Cossigan. Le Bâtard, comme vous avez compris, hein, c'est le fils illégitime d'un noble français et d'une roturière. C'est très important de savoir aussi, du coup, que sa maman, au Bâtard de Cossigan, donc à Pierre Cordouin de Cossigan, sa maman reste un personnage très mystérieux. Il en sait très peu de choses, il l'a très peu connue, il a très peu de souvenirs d'elle. Et du coup, il y a beaucoup de questionnements par rapport à lui qui viennent de sa maman. Dans le tome 1, donc vous allez comprendre que Pierre Cordouin de Cossigan a reçu une éducation due à son rang de noble à la base, hein, donc une très bonne éducation et aussi une bonne éducation martiale. Donc il sait très bien manier les armes, il connaît la technique militaire, tout ça. Et ça va lui servir puisque quand son père va décéder, sa famille le renie complètement puisqu'il est un fils illégitime, on le jette à la porte et du coup il va se retrouver à diriger une troupe de mercenaires. Donc avec sa troupe de mercenaires, il va se mettre au service notamment de gens fortunés, riches, de nobles, d'aristocrates et souvent même de gens vraiment très très haut placés. C'est important de le savoir aussi, puisque vous allez comprendre aussi au fur et à mesure de ces rencontres, de ces péripéties, que certaines de ces actions auront eu un impact sur le cours de l'histoire, de la grande histoire. Dans le tome 1, vous allez aussi apprendre que Pierre Cordouin de Cossigan a des pouvoirs un peu particuliers. Donc notamment une oreille qui entend très très loin, genre une antenne parabolique. Il reçoit les messages depuis très très loin, ça lui est très 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 utile pour l'espionnage. Et il a aussi un gros pouvoir de régénérescence. Donc en fait, il va se régénérer tout seul, il va se réparer lui-même quand on l'abîme, quand on le blesse. Donc c'est aussi très très utile dans sa profession quand on est mercenaire, quand on se bat, voilà, c'est important. Donc, et ça aussi, c'est très important de savoir que lui, ça le questionne parce qu'il pense que ce genre de pouvoir en lui, ces pouvoirs viennent de sa mère. Parce que son père n'a jamais manifesté aucun pouvoir particulier, il n'a jamais rien eu de ce côté-là. Donc il pense que ça vient de sa mère, qui est très très mystérieuse, comme on vous a dit. Ensuite, dans ce tome 1, il va surtout se passer des choses au niveau du duché de Champagne, puisqu'on est encore sur les années 1330-1340, à l'époque du Bâtard de Cossigan. Et donc on est sur les duchés, les comtés en France, qui sont régis ensuite un peu plus haut par le roi. Et ces duchés qui sont plus ou moins indépendants, il y a des conflits de pouvoir pour savoir lequel va être plus influent par rapport à un autre, lequel va se positionner le mieux par rapport au roi de France, tout ça.
Donc on est sur ce genre d'intrigue sur le tome 1. Voilà, ces intrigues de pouvoir sur les duchés, voilà, et l'influence par rapport au roi de France. Il y a les prémices aussi de ce qu'on va avoir dans le tome 2, qui sera voilà, des tensions entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Ça, ce sont que des prémices qui sont esquissées dans le tome 1. Là, pour le moment, on est vraiment sur une intrigue. En fait, le bâtard va participer à un tournoi dans le duché de Champagne. Ça va être un peu sa couverture pour espionner, justement, parce qu'il y a des intrigues de pouvoir qui vont se jouer au niveau de ce tournoi. Ensuite, que vous dire de plus? Ah oui, très important. Toujours dans la construction de ce fameux roman un peu en forme de jeu de rôle, vous allez aussi avoir des interventions d'un personnage de 1900. Rien à voir avec le bâtard de Cosigane, a priori, puisqu'on est sur un personnage très contemporain. On se dit, mais d'où il sort? Mais quand même, vous allez comprendre, vous allez dire Conigan, Kergael de Conigan. Ça ressemble un peu à Cosigane, on est bien d'accord. Eh bien, ce jeune homme, en 1900, est orphelin, il n'a pas connu sa famille, il ne sait pas d'où il vient. Il a ce patronyme qui a l'air un peu noble, mais sans plus. Il fait sa vie entre la France et l'Angleterre, et il roule un peu sa bosse dans un petit peu les milieux, voilà, un petit peu chaud parisiens. Ensuite, il va faire des études d'histoire, enfin voilà, il roule sa bosse bien comme il faut. Et un jour, il apprend qu'il hérite d'un illustre ancêtre. On lui donne un coffre, déjà pas facile à ouvrir. Et quand il arrive enfin à l'ouvrir, il y a des trucs bizarres dedans. Déjà, il y a des joyaux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et surtout, il y a des écrits. Il y a beaucoup d'écrits. Il y a le journal de Pierre Cordouin de Cosigane. A priori, c'est son ancêtre, de ce qu'il en comprend. Mais il se dit que son ancêtre doit yoyoter, puisqu'il est en train de parler de la duchesse de Champagne, notamment, qui est une elfe, qu'il rencontre un humal, qui est un mi-homme, mi-lion, qu'il fait face à des créatures surnaturelles, qu'il fait face à des sorts, à de la magie. Enfin, et en fait, qu'est-ce qu'il raconte mon ancêtre? Et puis en plus, cet ancêtre, s'il était vraiment qui il prétend être, il y aurait une trace de lui dans l'histoire. Et c'est pas le cas. Donc, il va se lancer sur une enquête avec ses amis, des amis qui sont notamment professeurs d'histoire, tout ça. Et ils vont se lancer à la recherche de son ancêtre et de savoir qui il est, d'où il vient, est-ce qu'il est vraiment qui il dit être. Et puis, d'où elles sortent ces créatures magiques, en fait, parce qu'on a l'impression qu'ils racontent des contes de fées comme si ça avait réellement existé et qu'on les avait effacés. Et en fait, il doit y avoir quand même une forme de vérité là-dedans, puisqu'ils vont se retrouver espionnés, on va attenter à leur vie, à lui et ses amis. Donc, il y a une grosse enquête au niveau de l'année 1900. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler, parce que du coup, il y a beaucoup d'intrigues sur 1900 et beaucoup d'intrigues sur 1330. Et en fait, ça fait comme une grosse pelote de laine. Et puis quand il y en a un qui tire un fil, ça sort un fil de l'autre côté. Et puis la grosse pelote au milieu qui se tient. Donc pour le moment, on a notre grosse pelote de laine. On a quelques fils qui sont tirés d'un côté, de l'autre. Et je vous retrouve pour le tome 2. Je vous retrouve du coup pour le tome 2. Logique. Donc après l'intrigue du tome 1 où on est vraiment sur le duché de Champagne avec cette guerre, comme je vous avais dit, de pouvoir entre les différents duchés et comtés de France, là on est sur un cran au-dessus. Donc là, notre bâtard de Cosigane va aller dans les hautes sphères autour du roi de France pour résoudre les intrigues qui se trament autour du roi de France, justement. Là, on est toujours sur l'année 1330. On est aussi dans un contexte que je vais vous resituer au niveau européen, où on a des tensions entre la France et l'Angleterre. Donc c'est là aussi qu'il y a peut-être un
un petit quelque chose à surveiller pour le bâtard. Mais on est aussi, il y a aussi l'aspect religieux, puisqu'on a ce christianisme en Europe qui s'est imposé, qui essaye de tout écraser sur son passage. On l'avait compris aussi lors du tome 1, qui essaye d'éradiquer ce qu'on appelle les anciennes races. Donc vous savez, tout ce qui est elfes, créatures magiques, tout ça, tout ça. Donc on avait compris aussi dans le tome 1, puisque la duchesse de Champagne est une elfe, que ces anciennes races ont essayé justement de se maquer avec des gens de la chrétienté pour sauver leur miche, hein, et puis survivre comme ils peuvent, en fait, voilà, en se liant quand même à des gens du commun, on va dire. Là, ça se trame tout autour du roi de France. Et notre bâtard va se retrouver, en fait, au milieu d'une intrigue qui va le dépasser. En fait, il va comprendre au fur et à mesure du tome 2 que là où il met les pieds, c'est beaucoup plus dangereux et c'est beaucoup plus gros que ce qu'il avait imaginé. Que vraiment, là, on sent qu'il est en difficulté et on sent que, voilà, il ne sait pas trop comment, en retournant sa veste dans un sens ou dans l'autre, comment il va s'en sortir. Donc ça, c'est pour la partie année 1330. Je ne veux pas vous en dévoiler trop parce que, voilà, il y a les intrigues du tome 1, les intrigues du tome 2, mais après, après il y aura encore 3-4. Mais voilà, il y a ces aspects-là. Côté 1900, on est juste avant, hein, 1899 pour être très précis. Sans tout dévoiler non plus, puisque l'intrigue est très importante et que je ne veux pas tout vous spoiler. Et puis c'est tellement marrant en fait, enfin tellement marrant. Ouais, si, c'est excitant, c'est rigolo, c'est voilà, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment un jeu de piste, c'est vraiment voilà, c'est dynamique, c'est entraînant. Donc voilà, je pense que vous seriez trop dégoûté si je vous dévoilais les intrigues. Mais voilà, on a Kergael en 1899, toujours l'héritier du bâtard, qui est out pour le moment. Je vous explique pas pourquoi, je vous en dis pas plus à son sujet, mais sachez que pour le moment il est out et que c'est ses amis qui continuent les enquêtes. Donc en fait, on va plus avoir l'aspect compte-rendu de recherche en fait sur l'année 1899. Voilà, des comptes rendus de recherche, ils font énormément de recherches, ils brassent beaucoup au niveau des recherches sur sur le bâtard et sur ces fameuses races anciennes, les religions, tout ça. Et ils se renseignent aussi pour savoir qui c'est ces gens qui ont l'air de les tenir à l'œil, de les surveiller, peut-être qu'ils leur en veulent, peut-être que c'est eux qui leur font des misères, voilà. Ils essaient aussi de se renseigner de ce côté-là parce que visiblement il y a quelque chose qui doit les dépasser parce que on attente à leur vie, donc il y a quelque chose de plus gros derrière et ils veulent savoir ce que c'est. Donc de temps en temps ils tirent le fil de la plotte et la plotte leur revient en plein pif et c'est assez marrant d'ailleurs et c'est un peu frustrant parce que des fois on a l'impression que le fil vient bien et c'est toute la plotte qui vient d'un coup et là on se dit ah mince. Mais c'est ça qui est marrant en fait, et c'est ça qui est excitant dans l'histoire. Voilà, donc ça c'était pour le tome 2. À garder aussi, donc bien en trame de fond, comme je vous disais, cet aspect avec la religion, où on a l'Inquisition aussi, hein, qui plane, qui fait planer un climat assez angoissant au-dessus de tout ça. Donc le bâtard, faut qu'il fasse attention où il met les pieds, parce que lui, il est quand même... voilà, il n'est pas tout à fait humain, puisqu'il y a quand même du noir sang, du sang de race ancienne dans ses veines. Donc voilà, il n'est pas tout à fait serein au milieu de tout ça. Et ensuite, je vais vous retrouver pour le tome 3 et le tome 4, puisque les deux, moi je l'avais senti en lisant le tome 3 et en attaquant le tome 4, mais ça a été confirmé par Fabien Cerutti quand j'en avais parlé avec lui. Les deux sont très très liés, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a l'intrigue au niveau du roi de France qui se ferme, au niveau du tome 2, et ensuite on part sur autre chose. Et je vais vous dire sur quoi on part. Comme promis, je vous retrouve avec le tome 3, le marteau des sorcières, et le tome 4, le testament d'involution. Donc comme toujours, hein, moi c'est les formats poche hein, pour la suite, vous avez vu. Hein. Bon, toujours de très belles couves, hein. Je tiens à souligner le travail, et puis d'ailleurs ça en dévoile un petit peu sur l'histoire. Donc là, on est sur le tome 3, le marteau des sorcières. Bon, sans vous dévoiler l'intrigue, vous allez vite comprendre de toute façon de quoi il retourne. Le marteau des sorcières, c'est le surnom qu'on donne
à Las Casas, qui est le grand inquisiteur en chef. Voilà, c'est un Espagnol qui a énormément de pouvoir, énormément d'influence auprès du pape. Et franchement, c'est un personnage monstrueux. Monstrueux. Vous allez voir, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes cornes, d'avoir des grandes ailes, des sabots pour être monstrueux. Un homme, tout simplement. Et un homme, vraiment, mais vous allez le détester. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai détesté. Et il va vous nous poursuivre sur les 2 tomes. Hein. Je vous le dis, ça ne va pas vous spoiler des masses si je vous dis ça, mais vraiment, il va nous faire chier, on va dire. Hein. Vraiment, il faut dire ce qu'il est. Ils nous ont kikine, ce bonhomme. Hein. Il est monstrueux, donc on a juste envie de l'écraser sous notre semelle. On a envie que le bâtard lui règle son compte une bonne fois pour toutes, mais il va nous emmerder sur les 2 tomes. Voilà, c'est dit. Donc le marteau des sorcières, tout simplement parce que Las Casas, en grand inquisiteur, est un monstre et il va écraser les sorcières. Il prend un plaisir, mais un plaisir, comment dire autrement que monstrueux, à casser de la sorcière. Donc tout ce qui lui paraît sorcière, tout ce qui lui semble magique, il y extermine, mais alors, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je dis pas que je veux pas voir le bâtard de Costigan adapté en film un jour, mais je pense que ça sera du moins de 18 ans, parce que franchement, il y a des passages, accrochez-vous, hein, ça donne des hauts le cœur. C'est très bien écrit, c'est très détaillé. Bref, notre bâtard est parti sur les traces de son passé et de ses racines pour savoir justement d'où viennent ces pouvoirs un peu spéciaux qu'il a en lui, puisque, sans vous dévoiler du coup le tome 2 se termine sur un cliffhanger phénoménal, et du coup, ça lui a donné, voilà, enfin, il a ce besoin vraiment de savoir d'où il vient, et du coup, il y a une partie de l'intrigue politique, justement, il sent que ça va se jouer en même temps, en fait. Donc, d'une pierre deux coups, il part à Cologne. Voilà, on est parti du côté allemand. Donc, il part à Cologne. On va retrouver un personnage qu'on avait rencontré dans le tome 1. Lumal, vous savez, celui qui est mi-homme, mi-lion. Voilà, on va retrouver ce personnage qui était fort sympathique au demeurant dans le tome 1. On va le retrouver dans le tome 2, dans le tome 3, puisque le bâtard de Costigan l'a embrigadé et il fait partie d'une nouvelle branche de ses mercenaires, la branche allemande. Voilà. Donc là, le bâtard a pour idée, pour envie, de se rapprocher du cénacle de sorcières qui est à Cologne. Et d'ailleurs, ça fait bien un peu, ça suit un peu toute l'intrigue politique et religieuse de l'histoire, puisque le cénacle de Cologne, c'est là que Las Casas a décidé de poser ses valises à Cologne pour exterminer ce cénacle de sorcières. Puisque c'est des sorcières qui sont très influentes, très anciennes, et très puissantes, et qui mettent à mal l'Inquisition, justement. Elles sont allées quand même jusqu'à Rome pour mettre leur race au pape, quand même. Bon, elles n'y sont pas arrivées, mais c'était pas loin. Donc du coup, elles sont vraiment très dangereuses pour le pouvoir religieux, pour le pouvoir catholique. Donc Las Casas a décidé d'y aller, et puis alors, oh là là, il s'en donne à cœur joie, c'est monstrueux. Je le dis beaucoup, monstrueux, mais c'est parce qu'il est vraiment monstrueux, ce bonhomme. Voilà, on ne peut pas dire mieux, hein. Donc dans le tome 3, on pose vraiment là nos valises à Cologne. Ce qui est sympa, c'est qu'à partir du tome 3, on est de plus en plus on a de plus en plus l'intervention d'autres membres de l'équipe de mercenaires, en fait. Donc on sent en fait qu'à partir de là, l'histoire, elle prend de l'ampleur. Et du coup, il y a des ramifications de partout. Donc autant on a le point de vue toujours de Pierre Cordouin de Costigan, ce qui est très important, et c'est vraiment notre fil conducteur de toute façon. Mais on a aussi des rapports de ces lieutenants, en fait, si vous voulez. Donc on a des personnages qui deviennent de plus en plus importants. Avec grand plaisir, on découvre d'ailleurs qu'il y a des femmes dans ces mercenaires, hein. On l'avait déjà découvert au tome 1, mais on voit vraiment qu'elles ont de l'ampleur, qu'elles ont de l'importance, et puis en plus on les traite avec respect. Je veux dire, c'est pas comme on a vu dans le tome 1 ou tome 2, la jolie duchesse à sauver en détresse, voilà. Non, vraiment, là, c'est des femmes qui sont badass, qui y vont, ils les envoient au casse-pipe, et elles s'en sortent, ça, c'est... ouais, respect pour ces femmes-là. Vraiment, dans l'équipe des mercenaires, il y a de la gonzesse qui envoie.
Donc on a aussi la ramification allemande avec justement notre cher Humal qui va mener aussi ses enquêtes de son côté. Il va les envoyer d'un côté, lui il va enquêter de l'autre, il va envoyer un lieutenant enquêter dans un autre milieu. Ça se disperse et puis ça se recentre autour du bâtard. Sur l'année 1900, quoi vous dire d'autre que on continue les recherches. Ça se précise au niveau des sociétés secrètes. On apprend, hein, je vous spoil un petit peu, oui et non. Donc on comprend qu'il y a deux sociétés secrètes qui se tirent la bourre toutes les deux pour l'une faire disparaître toute trace des interventions magiques et surnaturelles dans le monde. Faut pas que ça se sache, c'est des contes de fées, c'est pas vrai, c'est pas la vérité, faut tout effacer voilà, tout effacer ces traces-là de l'histoire. Et on a une autre société secrète qui, elle, en fait, soutient ces pouvoirs magiques, soutient voilà, tout ça, et au contraire lutte du coup contre cette éradication des traces de magie dans le monde. Et que Kergaël se retrouve en plein milieu, hein, comme d'habitude. Puis j'ai envie de vous dire, un peu comme son aïeul en fait, hein, il se retrouve au milieu de tout ça. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire trop plus, ça se joue entre la France et l'Angleterre, hein, toujours, puisqu'on a vraiment cet aspect, un coup en France, un coup en Angleterre. Ouais, j'ai pas envie de vous spoiler trop parce que vraiment l'intrigue elle devient vraiment très prenante en 1900. Moi au début j'avais vraiment l'impression que c'était plus ouais, des interventions sympathiques pour apporter un peu de piment au récit. Mais en fait là vraiment ça prend de l'ampleur et à partir du tome 3 on a vraiment envie de savoir ce qui se passe au niveau du bâtard et qu'est-ce qui se passe aussi vraiment au niveau de Kergaël de Conigan. Parce que ça devient vraiment très prenant cette enquête. Donc le tome 3, si je me souviens bien, il finit en queue de poisson, et c'est pour ça qu'il est très lié aussi au tome 4, puisque le tome 3 et le tome 4 se passent exactement dans la même lignée, à Cologne, avec l'Inquisition et le Cénacle des sorcières. Donc vraiment, les deux jouent vraiment ensemble. Le tome 3 pose énormément d'énigmes, il vous pose le squelette de ce que ça va être à Cologne, les intrigues politiques au niveau de ce qui se passe, les élections en Allemagne pour diriger, et les intrigues commerciales qui sont derrière aussi. Donc voilà, on pose vraiment tout. Et ensuite, on arrive au Testament d'involution. Donc le Testament d'involution, c'est le tome 4, et c'est une apothéose. C'est une apothéose dans le sens où là, le bâtard, il a tiré les ficelles, il a tiré les fils de sa pelote de laine pour remonter jusqu'à sa mère. Il n'a toujours pas réussi à remonter jusqu'à elle, mais il a découvert pas mal de choses au niveau des sorcières, au niveau du Cénacle des sorcières. Donc lui, il délite son fil tout doucement, gentiment. Et à côté de ça, en fait, ça brasse vachement plus autour de lui, parce que du coup, ça brasse beaucoup au niveau politique, ça brasse beaucoup au niveau religieux. Donc voilà, et ça brasse énormément sur l'année 1900. Donc vraiment, sur l'année 1900, là, on a un gros... c'est énorme, c'est énorme. On a quasiment l'intrigue qui se résout à la fin. Vraiment, on en apprend plus. On a la solution en fait. On a la résolution du truc. Comment vous dire? Voilà, on sait en fait qui se bat contre qui est Kergaël de Conigan, quel est l'enjeu en fait autour de lui, autour de sa personne. Donc vraiment, on en apprend plus sur... alors on n'en apprend pas plus sur le bâtard, parce que du coup ses origines, je vous spoil un peu, vous saurez pas qui est sa mère, d'où elle vient et d'où viennent les pouvoirs du bâtard. Mais n'empêche qu'on en apprend, on en apprend sur les origines, on en apprend sur les sorcières, on en apprend sur le Testament d'involution, on en apprend sur plein de choses. Et du coup, en fait, on nous ouvre encore d'autres pistes pour nous ouvrir sur un autre cycle sur le bâtard, en fait. Donc, j'ai envie de dire, vite la suite, qu'on sache la fin, quoi, parce que ça donne envie.
Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler la fin de l'histoire. Sachez que juste vraiment les deux jouent ensemble, que c'est très important et que c'est juste à couper le souffle. C'est très rythmé, c'est très dynamique, c'est vraiment écœurant par moments parce que c'est cracra. Là, vraiment, on est sur. Ouais, ça envoie quoi. Ça envoie du steak. Parce que là, on a l'Inquisition dans toute sa. Pas sa grandeur, sa dégueulasserie. Vraiment, je sais pas si. Enfin, moi, j'ai pas. À titre personnel, j'ai jamais fait de recherche sur l'Inquisition et ce qu'elle a fait. Je sais ce qu'on m'en a appris à l'école. Mais là, franchement, c'est un morceau à avaler quand même, hein. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais vous en dire pour le moment, sans vous spoiler l'histoire. Mais j'espère que ça vous aura donné envie de les lire, parce que vraiment, c'est c'est mon bébé, c'est mon chouchou. Quoi vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre?